2020, votre quart d'heure américain. Bonjour à tous, vous écoutez 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Bienvenue, Antoine Boyer, je suis ravi de vous retrouver, toujours depuis mon balcon à Washington. Avec l'arrivée du coronavirus, la vie dans la capitale américaine s'est un peu arrêtée. Ici, nous sommes désormais confinés, on ne sort plus ou presque plus. This is the most abnormal America I've ever lived in. Times Square est méconnaissable. It's called the invisible enemy, and that's what it is. It's an invisible enemy. Des centaines de milliers de cas, plus de 1000 décès par jour. Aux États-Unis, le Covid-19 continue de semer la mort. Mais comment soigner cette maladie ? La question se pose chez vous en France, en Belgique, mais aussi en Italie, en Espagne, en Iran et bien sûr aux États-Unis. La planète est à la recherche désespérée d'un médicament qui détruise ce virus. La chloroquine, des médecins, des personnalités politiques, des internautes pensent que ce médicament contre le paludisme est le remède miracle. D'autres alertent, attention, rien ne le prouve, il ne faut pas se précipiter. Mais tous espèrent un futur vaccin qui peut-être nous empêchera de contracter le nouveau coronavirus. En attendant, les médecins en sont réduits à guérir les symptômes de la maladie, comme la fièvre ou la difficulté à respirer. Pour les personnes hospitalisées, les soignants donnent tout. C'est le cas à New York, épicentre de la pandémie outre-Atlantique. Julien Cavana, neurologue français, travaille depuis 5 ans dans un hôpital de Brooklyn. On s'est parlé un soir, vers 20h45. Julien venait de rentrer chez lui après une journée de travail de 12 heures passée à l'hôpital. La situation, c'est celle d'une catastrophe sanitaire. On fait face à un afflux de patients absolument sans précédent et qui arrive extrêmement rapidement. Face à cette affluence, à ces urgences, il faut se réorganiser. Tout l'hôpital est mobilisé, donc même dans son service de neurologie, on admet des patients atteints du Covid-19. Julien m'a expliqué comment on essaye de sauver ces malades. On les aide à respirer. C'est vraiment la priorité numéro 1 s'ils sont trop malades pour pas rentrer à la maison. Et donc c'est essentiellement un traitement de soutien en fait. Donc on leur donne de l'oxygène. Pour essayer d'ouvrir un peu leur voie aérienne, on leur donne de la pression positive, ce qu'on appelle de la CPAP. Voilà, on essaie de faire descendre la fièvre. Et puis quand ça ne suffit pas, on est obligé de les intuber et de les ventiler mécaniquement. Et là, au moins au début, il y a une sédation pour leur permettre de se reposer et que leur cage thoracique, tous ces muscles-là soient mis complètement au repos. Et c'est la machine qui prend le relais. Et après, on essaie progressivement de les réveiller quelques heures ou souvent quelques jours plus tard. Si leur état s'aggrave, une fois placés sous respirateur artificiel, on peut, dans certains cas, les allonger sur le ventre. Lorsque les formes de détresse respiratoire les plus graves, qu'on appelle le syndrome de détresse respiratoire de l'adulte, le fameux SDRA, là, les réanimateurs ont d'autres modes de prise en charge. Et un des modes de prise en charge, c'est de faire ce qu'on appelle du décubitus ventral, et donc de mettre ces patients sur le ventre et de continuer à les ventiler sur le ventre. C'est assez compliqué, c'est encore une fois pas ma spécialité, donc je ne peux pas rentrer dans les détails, mais en utilisant la gravité en particulier, on peut améliorer la ventilation en les mettant sur le ventre. Mais ce n'est pas quelque chose qui est fait systématiquement. Et en France, le gouvernement avait déconseillé la prise d'ibuprofène. Pareil, vous ne prescrivez pas d'ibuprofène dans ce cas-là ? Absolument. C'est une recommandation des autorités de santé françaises qui a eu un écho international absolument massif. Il faut comprendre que le système de santé français, dans le monde, y compris aux États-Unis, il est extrêmement respecté. Ce que les autorités françaises ou ce que les chercheurs français disent au monde, c'est entendu, c'est écouté. Et quand cette recommandation du ministère français de la Santé est sortie, tous les médecins américains l'ont écoutée et l'ont mise en pratique. Dans mon planning clinique de la semaine, je ne fais pas que la couverture sur les unités Covid-19, je vois aussi des patients maintenant virtuellement à la consultation externe. Tous les patients qui ont des migraines et qui prennent du ibuprofène, etc., je leur demande d'arrêter et de prendre du Doliprane à la place.
Comme en France, les autorités sanitaires américaines ont autorisé en urgence et uniquement à l'hôpital la chloroquine et son dérivé, l'hydroxychloroquine, dont vous avez peut-être entendu parler sous le nom de Plaquenil. J'ai discuté de l'utilisation de ce médicament avec Yvan Couronne, reporter de l'AFP, spécialiste des questions de science et de santé aux États-Unis. Il vit comme moi à Washington. Il n'y a que 2 études en France et une en Chine qui ont été réalisées. Le tout sur quelques dizaines de patients seulement. La première étude dont on a beaucoup parlé, c'est celle d'un docteur français, Didier Raoult. Cette étude-là, elle porte sur 20 patients. Et la méthodologie n'a rien à voir avec ce qu'on attendrait d'une étude pour déterminer si c'est efficace ou pas. Heureusement, toutes les autorités sanitaires en Europe, aux États-Unis, en Chine, font de vrais essais cliniques de grande ampleur, avec une méthodologie impeccable, rigoureuse, et sur des milliers de patients. Donc là, on va avoir des réponses, mais il faut être un petit peu patient. On va attendre encore quelques semaines, quelques mois pour vraiment avoir des résultats. Mais la méthodologie, c'est absolument indispensable. Sinon, on n'aura jamais la réponse. Pourquoi c'est important ? Je vais te donner un exemple, si tu me permets. Imagine que tu as la grippe. Au pic de tes symptômes, tu es vraiment au plus mal. Je décide de te prescrire de l'eau de Vichy, par exemple. Ok, 3 fois par jour, tu vas boire ton verre d'eau de Vichy. Bon. Au bout de 5 jours, tes symptômes vont s'alléger, tu vas un peu te rétablir. Est-ce que c'est grâce à l'eau de Vichy ou est-ce que c'est juste que la maladie est passée ? Les essais du docteur Raoult, c'est ça. On a donné cette molécule à des gens qui étaient malades. 5 jours après, 6 jours après, ils n'étaient plus malades. Est-ce que c'est parce que le Covid-19 était passé ou est-ce que c'est grâce à la molécule ? La seule façon de savoir, c'est d'avoir une méthodologie qui compare 2 groupes similaires. L'un, on donne la molécule qu'on veut tester, en l'occurrence l'hydroxychloroquine, et l'autre, on ne la donne pas. Et s'il y a une différence notable, importante entre les 2 groupes, alors ça veut dire que l'hydroxychloroquine, ça marche. Pour l'instant, aucune étude n'a été publiée avec cette méthodologie-là. Et ensuite, il faut se demander qu'est-ce que ça veut dire, ça marche ou ça marche pas. Est-ce que ça veut dire que les gens qui étaient très malades vont échapper à la mort ? Est-ce que vraiment ça les sauve ? Ou est-ce que ça réduit la durée de la maladie ? Et si ça la réduit de 1 jour ou de 3 jours ? Voilà, il faut se poser toutes ces questions, parce qu'après, si on se met à soigner 1 milliard de personnes avec ça, ça va coûter beaucoup d'argent, il faut vraiment être sûr de notre coût, et puis il faut aussi être sûr que ce n'est pas une fausse piste, qu'il n'y a pas un autre médicament qui peut être utile. Heureusement, j'ai été assez catastrophiste, on saura bientôt si vraiment c'est efficace. Et il est très possible que ce soit efficace, d'accord ? Il y a des indices, si tu veux, ça a marché chez des animaux, ça marche in vitro, c'est-à-dire quand on met la molécule contre le virus. Mais bon, pour être certain, il faut vraiment le tester chez des malades, quoi. Voilà, et à grande échelle. Ces études, même très partielles, ont eu un fort retentissement international, y compris aux États-Unis. Julien, à New York, en a par exemple prescrit. Techniquement, oui, j'ai donné de l'hydroxychloroquine, du Plaquenil et de l'azithromycine à certains patients sous la recommandation des spécialistes de maladies infectieuses. Et nos infectiologues ont décidé que pour certains patients, à visée compassionnelle pour l'instant, parce qu'il y a très peu de données, il était opportun de tenter cette combinaison médicamenteuse. Donc oui, on donne ce traitement, mais ce traitement, il est quelque part victime de son succès, puisque là, ce soir, sur un des 2 hôpitaux du réseau, il n'y avait plus de Plaquenil. Donc voilà, je pense que les patients vont plus pouvoir en avoir, là, en tout cas jusqu'à ce qu'on ait une livraison de Plaquenil, si on en a une. Le médecin français de New York met en garde. Le Plaquenil, c'est un médicament qui est utilisé aussi pour un certain nombre de maladies rhumatologiques, pour des patients qui en dépendent quelque part pour contrôler leur polyarthrite rhumatoïde, leur lupus, etc. Il y a un tel rush, un tel afflux sur ce médicament qu'il y a des patients qui, pour le coup, en auraient besoin pour des indications qui sont vraiment
prouvées scientifiquement, c'est-à-dire des indications dans lesquelles le Plaquenil a fait la preuve de son efficacité, et qui ne peuvent plus le trouver en pharmacie, parce que des médecins de ville ont fait des prescriptions pour eux-mêmes, pour leurs amis, pour leurs proches, de façon à traiter parfois leurs amis qui avaient des syndromes Covid qui n'étaient pas très développés, ou simplement pour en avoir devant soi au cas où. Et donc le Plaquenil aujourd'hui est en rupture de stock complet dans la plupart des pharmacies. Et finalement, on est en train d'utiliser un médicament pour lequel on n'a pas beaucoup de données, pour une indication sur laquelle on n'est pas encore sûr que ça marche ou pas, au détriment de patients qui en auraient besoin pour des indications pour lesquelles ce médicament a fait la preuve de son efficacité. Donald Trump, lui, n'a guère hésité. Pour combattre le coronavirus, l'hydroxychloroquine est sa molécule préférée. Le médicament qui me convainc le plus pour l'instant est celui dont on vient de parler. Et je crois qu'il y a une vraie chance qu'il marche. Encore une fois, on ne sait pas, mais il y a une vraie chance que ce médicament puisse avoir un effet formidable. S'il marchait, ce serait un don du ciel. Ça changerait la donne. Donald Trump, je pense qu'il a envie d'une solution simple à un problème très compliqué. Il préférerait qu'il y ait un médicament miracle qui existe, déjà disponible dans les pharmacies, au lieu de 3 mois de confinement, d'avoir à payer encore des milliers de milliards de dollars, d'avoir à financer des essais cliniques dont on ne connaît pas les résultats. Voilà, ce serait une solution simple. C'est pour ça qu'il a aussi qu'il a un tel enthousiasme. Les scientifiques du gouvernement lui disent, attendez, pour l'instant, on n'a pas de preuves, donc il faut être prudent, quoi. Il ne faut pas faire croire que ça va tout résoudre. Mais voilà, après, c'est un médicament qui fait beaucoup parler de lui dans tous les médias, mais en particulier sur la chaîne Fox News, où il y a un présentateur vedette qui a commis l'erreur impardonnable de parler d'un médecin qu'il a beaucoup utilisé sur des patients, mais qui n'a rien publié, sans aucune méthodologie. Et ça c'est gravissime de faire croire qu'il y a des résultats rigoureux qui montrent que c'est efficace. Ça trompe les gens. Les gens risquent de l'utiliser, de mal l'utiliser. One other development this morning, an Arizona man has died after he took chloroquine phosphate because he believed that it would protect him from the coronavirus. You may recall... Dans l'Arizona, un couple a ingurgité une cuillère à café de phosphate de chloroquine, une forme destinée aux aquariums. Le mari en est mort. La femme, hospitalisée, a raconté à la chaîne NBC que l'idée leur était venue après avoir vu Donald Trump vanter les vertus de la chloroquine. Toutes les autorités sanitaires, tous les médecins, y compris le professeur Raoult, mettent bien en garde contre l'automédication. De toute façon, l'automédication pour un grand nombre de molécules est généralement pas du tout recommandée. Julie Charpentras est journaliste AFP à Paris au service fact-checking. Elle a beaucoup travaillé sur la chloroquine. Ce qu'il faut savoir pour le cas précis du Plaquenil, donc qui est de l'hydroxychloroquine, c'est que jusqu'à une période récente, elle était vendue sans ordonnance, malgré de gros effets secondaires. Donc certaines personnes ont pu en acheter à ce moment-là et en avoir au fond de leur pharmacie. De même pour la chloroquine, si les gens ont pu se procurer un antipaludéen à base de chloroquine et l'avaient dans le fond de leur pharmacie, il y a un fort risque d'automédication. C'est évidemment une très mauvaise idée. Non seulement parce qu'on n'en connaît pas l'efficacité, ça c'est une chose, mais surtout en raison de ces graves effets secondaires. En cas de surdosage, ce sont des molécules qui peuvent être extrêmement dangereuses, voire mortelles. Il faut savoir que ce sont des effets secondaires qui peuvent être des atteintes de la rétine, des atteintes du système nerveux, des atteintes dermatologiques, des atteintes cardiaques, d'arythmie cardiaque. Donc c'est vraiment des médicaments qu'il ne faut surtout pas prendre comme ça. Si en France et un peu aussi aux États-Unis, le débat se focalise sur la chloroquine et son dérivé, ce ne sont pas les seuls médicaments dont l'efficacité contre le virus est testée à grande échelle. Ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'on parle énormément de l'hydroxychloroquine, mais en fait, par exemple, dans l'essai Discovery mené à l'échelle européenne, c'est l'un des 4 traitements qui vont être testés. Elle n'est qu'une des pistes testées dans le monde entier en fait. Et il y a notamment une série d'antiviraux, dont une combinaison d'antiviraux qui était à la base utilisée contre le VIH. Et c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'on a quelques espoirs, sans certitude scientifique et surtout un très grand besoin d'évaluer le bénéfice-risque, c'est-à-dire être sûr que pour des malades du Covid, le remède n'est pas pire que le mal. Ce qu'on attend tous, c'est un vaccin, avec l'espoir de pouvoir ressortir protégé contre ce virus qui, au pire, nous tue, au minimum, nous pourrit la vie.
Un vaccin qui n'arrivera probablement pas avant la fin 2021. J'ai envie de terminer sur une note un peu plus légère, alors je vous quitte en musique avec ces sons enregistrés dans ma rue à la veille du début officiel du confinement. On est lundi soir et je suis dans ma rue à Washington. Il y a un groupe de musique qui organise un concert improvisé. Les gens gardent leur distance, ils sont tous à quelques mètres les uns des autres et les musiciens ont tous un masque, sauf le chanteur. Voilà, c'est un concert au temps du coronavirus. C'était 2020, le podcast de l'AFP Made in America. Merci à toutes nos équipes à Washington et à Paris pour leur aide indispensable. Et vous, prenez soin de vous. Et de Washington à Paris, en passant par Bruxelles, Londres et partout ailleurs, tenez bon, à vendredi prochain, américanement vôtre.